Je reviens juste en vous disant que je suis effectivement chercheur à l'INSERM, médecin de formation, et la particularité de notre groupe de recherche, c'est d'avoir toujours fait ce qu'on appelle de la recherche clinique, c'est-à-dire de la recherche avec des individus, des hommes, et des sujets, donc pas stricto sensu une recherche biologique et expérimentale. Et donc mon métier est d'être chercheur, et j'ai pensé que le plus intéressant était quand même d'essayer de vous rapporter, outre quelques concepts, de vous faire part d'un cheminement de pensée et comment on construit un programme autour d'une question en se basant sur des données cliniques, c'est-à-dire encore une fois sur des hommes et des sujets, avec les limites que ça impose, et comment on réfléchit, comment on pose la question d'après et comment on avance. Donc j'ai pris vraiment le sujet dans l'historique des choses. Je vous présente les données de notre groupe de recherche, parce que d'abord c'est ce que je connais le mieux, et que rien qu'en commentant ces données, ça fait déjà, je pense, suffisamment de concepts pour le temps passé. Il y aura quelques diapositives qui sont encore, qui ont des mots ou des choses en anglais. Bon, je m'en excuse un peu, mais il faut aussi que vous ayez conscience que de préparer des diapositives claires et bien faites, c'est vraiment passer un temps assez long, et c'est pas toujours évident de reprendre tout à la base. Alors, on va reprendre d'abord des concepts sur lesquels, en fait, non seulement moi ce soir je vais m'appuyer, mais je pense nombre de mes collègues qui vont suivre et que je connais bien, donc je sais ce qu'ils vont vous parler. Moi, je m'intéresse à comment des complications, qu'on appelle des complications métaboliques, c'est-à-dire des anomalies métaboliques qui peuvent mettre en danger la vie des gens, à l'âge adulte, peuvent prendre l'origine au moment du développement in utero ou pendant la vie fœtale. Donc ce que vous voyez ici, ce sont ces anomalies métaboliques, ces maladies chez l'adulte qui centrent le débat d'aujourd'hui et du cycle de conférences de cette année. Alors, vous avez un ensemble d'anomalies qu'on voit de plus en plus dans la population, qui en général apparaissent, disons, à l'âge moyen de 50 ans, et qui sont faites d'un ensemble d'obésité et ce qu'on appelle abdominale, c'est-à-dire essentiellement centrée autour du tour de taille, et puis qui entraînent des anomalies, soit des glycémies, ce qui est figuré ici avec le diabète de type 2, soit l'hypertension artérielle, et soit des désordres des graisses dans le sang, c'est-à-dire la dyslipidémie. Tout cet ensemble, qu'on appelle le syndrome métabolique, est relié entre eux par ce qu'on appelle l'insulinorésistance, et je vais revenir sur ce que c'est que l'insulinorésistance dans les diapositives d'après. Pourquoi c'est intéressant de relier ces complications autour de l'obésité? C'est parce que pendant des études épidémiologiques, on le sait depuis longtemps, malheureusement, cet ensemble de traits expose à des maladies, voire à la mortalité par accident cardiovasculaire. Donc c'est une pathologie qui devient de plus en plus fréquente, qui est un vrai problème de santé publique. L'intérêt, c'est de comprendre pourquoi ça peut commencer tôt dans la vie. Alors, sur l'insulinorésistance, on sait depuis longtemps qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent influencer l'obésité, ou à l'inverse, maintenir un bon poids, mais l'obésité l'aggrave. Il y a des gènes qui prédisposent à l'insulinorésistance. L'activité physique, ou à l'inverse, la sédentarité, augmente l'insulinorésistance. Et c'est seulement depuis une quinzaine d'années que l'on a pu observer d'abord que probablement le développement pendant la vie fœtale pouvait contribuer au développement de cette insulinorésistance et donc aux maladies cardiovasculaires. Je vous explique le plus simplement possible ce que c'est que l'insulinorésistance pour que vous puissiez comprendre après certains résultats que je vais vous montrer. Une chose qui est essentielle dans l'organisme, c'est de maintenir la glycémie, c'est-à-dire la concentration de sucre dans le sang, normale, dans les limites de la normale. Il ne faut pas qu'elle augmente. C'est assez grave. Et c'est ce qu'on appelle le diabète. Et ce n'est pas une bonne chose. Alors, pour maintenir cette glycémie normale, au moment où on mange, voici un repas, on sécrète par le pancréas de l'insuline. Donc, quand en conditions normales, vous avez une certaine quantité d'insuline qui fait face à un repas donné. Si quelqu'un est insulinorésistant, ça veut dire qu'il y a une résistance à l'effet de l'insuline, donc il en faut plus pour avoir le même effet. Donc face à une même nutrition pour maintenir une glycémie normale,
il faut sécréter une plus grande quantité d'insuline. Donc en pratique, quand on veut la voir ou la mesurer, ça veut dire que l'insuline qui circule dans le sang est plus élevée qu'elle ne le devrait. Donc c'est comme ça que se manifeste l'insulinorésistance, mais l'insulinorésistance, c'est-à-dire la résistance aux effets de l'insuline, qui est la seule hormone qui permet de faire baisser les glycémies, est une anomalie pathologique qui a des conséquences donc assez graves, comme on l'a vu. Alors revenons à l'idée, enfin à l'observation, aux premières observations qui ont associé le développement pendant la vie fœtale et des maladies plus tardives. On doit les premières observations à un monsieur qui s'appelle David Barker, qui est un épidémiologiste anglais, qui est en fait un gériatre, donc c'est vraiment le monde à l'envers, mais c'est rigolo. Et voilà la première observation qu'il a faite. Je vais vous la détailler parce qu'elle est un petit peu compliquée, et le raisonnement est sophistiqué, mais c'était vraiment ça la découverte. La première observation, en fait, est venue du fait. Vous avez ici sur l'axe des X le poids qui est, à l'âge de 1 an, est exprimé en livres de poids britanniques. Donc, quand vous avez ici, c'est à peu près 2,5 kg, et ici, on va dire 4 kg. Non, ça fait plus, pardon, 28, mais ça doit être 6 kg. Ce que vous voyez, c'est que si vous pouvez tracer une droite inverse, avec le risque de mourir d'un accident cardiovasculaire avant l'âge de 65 ans et le poids à 1 an. En d'autres termes, plus le poids est faible à 1 an, plus, dans son observation, il y avait eu de morts par décès cardiovasculaire. Il a pris, là où c'était audacieux comme hypothèse, il a dit le poids à 1 an est lié au poids de naissance. Donc le poids de naissance est lié à ce qui se passe pendant le développement intra-utérin. Là, c'est ce qu'on a appelé l'hypothèse de Barker, et ça, c'était vraiment une hypothèse audacieuse de relier ce qui se passait à 65 ans, à l'âge de 1 an et à la vie intra-utérine. Alors, comme il connaissait bien sa médecine, il a relié ensuite de la mortalité cardiovasculaire, comme je vous l'ai montré sur les premières diapos, il est passé au diabète de type 2. Et ce graphe ici vous montre ce même genre de relation entre le poids de naissance, cette fois, et le risque de développer un diabète à 60 ans. En d'autres termes, plus les gens étaient nés avec un petit poids de naissance, par exemple en dessous de 2,5 kg, plus le risque ici était multiplié par 6 d'être devenu diabétique à l'âge de 65 ans. Les premières remarques qu'on avait faites étaient que cette étude de David Barker reposait sur l'observation d'hommes uniquement, pas de femmes, qui étaient nés au début du XXe siècle, donc pas forcément appropriés pour une médecine ou une physiologie d'un siècle après, et pour lesquels les données de naissance étaient ce qu'on appelle rétrospectives, c'est-à-dire on voit quelqu'un, on sait qu'il a eu un diabète, on lui dit « Tenez, vous ne vous rappelez pas par hasard de votre poids de naissance ?» Donc ce n'est pas des données vraiment observées forcément de la meilleure façon. Mais ces données ont été ce qu'on appelle répliquées, c'est-à-dire que dans une cohorte de sujets finlandais, vous voyez que vous reproduisez la même allure de graphique, une relation ce qu'on appelle inverse entre le poids de naissance et la fréquence du diabète à l'âge chez des gens nés entre 1924 et 1933. Donc avec un risque qui était d'autant plus élevé que le poids de naissance était plus bas, et particulièrement quand le poids de naissance était en dessous de 2,5 kg. Et enfin, ça c'est une partie un tout petit peu plus difficile. Voilà ici le même graphe que l'on avait, et vous voyez une relation un peu différente parce que c'est dans une population tout à fait particulière, que sont les Indiens Pima qui vivent en Arizona aux États-Unis et qui ont une propension génétique très forte à devenir extrêmement obèses et à devenir diabétiques, de telle façon qu'à l'âge adulte, 1 sur 2 est diabétique. Et bien dans cette population, donc, qui vraiment a un fond, ce qu'on appelle génétique, qui domine presque tout pour devenir le diabète, on voyait quand même un risque accru avec le petit poids de naissance. Donc tout cet ensemble d'observations faites sur des cohortes de gens vous montrait que l'hypothèse qu'avait posée David Barker d'une association entre ce qui se passait entre la vie utérine et ce qui se passe après était ce qu'on appelle robuste, solide a priori. Donc,
Ça, ce sont des travaux, je ne sais pas si vous avez fait parfois attention aux dates que je mets, de publication que je mets en général sous les graphes ou dans un angle de la diapositive. Ces travaux datent de la fin des années 80 et le début des années 90, c'est d'ailleurs presque 20 ans maintenant. Et c'est là où je vous dis que je reprends une perspective historique. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes dit, dans notre groupe à l'hôpital Robert Debré, que ce serait dommage que des pédiatres qui sont chargés de regarder le développement des enfants dès qu'ils naissent ne s'intéressent pas à une telle association entre le développement des premières années de vie et la vie intra-utérine et ce qui se passe à l'âge adulte. Alors on a travaillé avec quelque chose, un ensemble que nous avons appelé la cohorte de Haguenau, que je vais vous détailler, et qui me donne l'occasion de rendre hommage au professeur Émile Papiernik, qui était un professeur d'obstétrique, qui a mis en place la cohorte de Haguenau, et je vais vous le raconter, et qui est décédé l'été dernier. Et donc Émile Papiernik était également un chercheur à l'INSERM et avait développé un registre dit de maternité dans une ville d'Alsace qui s'appelle Haguenau. Et l'idée était qu'il avait colligé entre les années 1971 et 1985 toutes les données de naissance concernant la grossesse de la maman, le bébé et un certain nombre de données autour de la grossesse et de l'environnement. Plus de 27 000 naissances sont enregistrées dans ce registre. C'est un registre qui est de l'INSERM, donc il est conservé. Et quand nous, on a souhaité revenir 25 ans après, on avait encore toutes les données informatisées et l'accès aisément possible. Donc en fait, on a utilisé ce qui avait déjà été une recherche INSERM qui avait donné beaucoup de résultats, mais je ne vais pas y revenir aujourd'hui, ce n'est pas le propos, pour à nouveau générer une nouvelle étude. Bon, ça, c'est pour vous montrer un peu comment on peut organiser des recherches. Donc à partir du moment où on avait 27 000 naissances, on pouvait choisir des sujets qui étaient nés avec un petit poids de naissance. Donc un petit poids de naissance sont les gens qui sont parmi les petits poids de naissance que l'on est obligé de lire en fonction du fait si on est bien à terme, un peu avant le terme, un peu beaucoup avant le terme. Enfin, il n'y a pas de prématuré ici. Donc ils sont tous nés autour du terme, éventuellement 1 ou 2 semaines d'avant, mais le poids de naissance change très vite. Et puis le poids de naissance n'est pas le même chez les garçons et chez les filles, même s'ils naissent au même terme. Donc on a sélectionné ce qu'on appelle des petits poids de naissance, qui vont aussi s'appeler RCIU pour retard de croissance intra-utérin, et le mot anglophone c'est SGA. Et tout ça veut dire la même chose. Et pour chaque individu qui aura été sélectionné en jaune dans le registre, on a pris un sujet né avec un poids normal, qui sera toujours marqué dans une couleur que je vois sortir plutôt, en principe c'est orange, mais je la vois sortir plutôt brun-marron ici. Donc tout ce qui concernera les petits poids de naissance, et que j'appellerai peut-être RCU pour aller plus vite, sera en jaune dans toutes mes diapos après, et les témoins, c'est-à-dire les gens nés avec un poids normal, ce sont des oranges. Et en fait, ce qu'on compare, c'est des enfants comme ça. Ça, c'est 2 enfants de même sexe, en l'occurrence des garçons, et qui sont nés au même terme. L'un a un poids de naissance normal et l'autre a un petit poids de naissance. Quand on a un ensemble de gens sur la cohorte, vous voyez qu'on avait 734 sujets nés avec un petit poids de naissance, des RCU, 886 témoins, tous nés à terme. Vous voyez que par définition, les RCU, on pèse 2,6 kg en moyenne versus 3,3 kg pour les témoins. Il y a une grande différence, mais c'est ce qu'on a voulu, on les a choisis comme ça. Ce qu'on voit aussi, c'est que les RCU, ils sont plus courts en taille, ils sont de plus petite taille à la naissance, en gros de 2,5 cm en moins. Et puis ce qu'on appelle la masse corporelle, qui est le rapport du poids à la taille, pour savoir si, avec une même taille, vous pouvez peser plus ou moins de kilos, c'est-à-dire être plus ou moins gros. Donc la masse corporelle, l'indice de masse corporelle, c'est ça. Et on voit donc qu'il est plus faible. Donc les bébés, vous le voyez à mon avis, vous ne voyez pas grand-chose parce que ça sort assez mal sur l'écran. Mais les bébés sont non seulement plus légers, mais plus maigres. Donc ils sont plus légers, plus courts et plus maigres. Donc, et on les compare à chaque fois avec des gens en orange qui font la norme. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Ces gens étaient nés entre 1971 et 1985, je vous l'ai dit. Et quand le jeu, si je puis dire, a consisté à retrouver l'adresse des gens. Ça prend beaucoup de temps.
En gros, pour retrouver 1650 personnes, il nous a fallu 2 ans plein temps. Les contacter, leur expliquer notre programme de recherche et leur demander s'ils voulaient bien participer pour une visite à l'hôpital de Haguenau, là-bas en Alsace. Lors de cette visite à l'hôpital de Haguenau, ils avaient une visite médicale et on observait un certain nombre de choses relatives à ce que je vous avais dit tout à l'heure, c'est-à-dire les glycémies, l'insulinorésistance et un ensemble de paramètres métaboliques. Donc quand on les a vus, en moyenne, c'était des gens âgés de 22 ans, qui étaient donc dans la population générale, qui n'étaient pas malades, qui n'avaient rien demandé à personne, c'est nous qui sommes allés les chercher, pour voir si en fonction de leur poids de naissance, on pouvait, à l'âge de 22 ans, observer des différences dans leur métabolisme. Ce qu'on a vu, c'est que première chose, le nombre de sujets jaunes, les retards de croissance intra-utérins, qui avaient des troubles de la glycémie était 2 fois plus élevé chez les petits poids de naissance que chez les autres. Alors rappelez-vous, ils ont 22 ans. Hein. Théoriquement, à cet âge-là, on n'est quand même pas très malade pour les glycémies, la tension et le diabète. Hein. Donc un doublement, c'est quand même extrêmement signifiant. Ils sont plus insulinorésistants. Vous voyez que la barre jaune qui mesure mon insulinorésistance est nettement plus élevée chez les jaunes que chez les oranges. Et le syndrome métabolique dont on a parlé, qui réunit la tension artérielle, la glycémie, les lipides, est nettement plus élevé chez les jaunes que chez les oranges. Il y en a très peu chez les oranges, ce sont des témoins, ils ont 22 ans, encore une fois, ils sont dans la population générale, ils n'étaient pas malades. Et par contre, les gens nés après un petit point de naissance, 6 fois plus. Ça, c'est l'observation princeps de base, qui reproduisait un petit peu ce que je vous ai montré dans les diapos introductifs, sauf que c'était chez des gens très jeunes et pas suivis en milieu hospitalier pour une pathologie. Alors, sur cette diapositive, je voudrais vous faire un certain nombre de remarques. Pour ceux d'entre vous qui sont ici, qui connaissent le syndrome métabolique ou le métabolisme, vous avez la comparaison entre les petits poids de naissance et les témoins, et vous pouvez apprécier un certain nombre de choses. Et ici, ce sont des chiffres bleus ou blancs qui correspondent à ce qu'on appelle la comparaison statistique, qui en gros nous reflète si vraiment l'observation qu'on a faite est robuste ou si elle aurait pu être liée au hasard et qu'elle ne sera jamais reproduite. Et elle vous montre ici que quand on compare les choses, ça c'est la tension artérielle, ça c'est l'insuline à jeun, c'est-à-dire l'insulinorésistance, et ici c'est le profil lipidique, vous avez des différences qui sont significatives. Quand vous regardez les chiffres, vous allez vous dire, bon d'accord, mais on nous emballe pour pas grand-chose, les chiffres ils sont assez peu différents, 122 versus 120, si vous lisiez dans des façons moins précises de tension artérielle, ça fait 12 sur 6 et 12 sur 6. Vous allez me dire que vous ne comprenez pas la différence. Alors, si j'insiste là-dessus, c'est pour vous donner, d'une part, une image enfin, de la réflexion dans la recherche clinique. On recherche des anomalies qui sont subtiles, on ne soigne pas des gens malades, on cherche des anomalies dans un processus. Et d'autre part, oui, la différence est minime, c'est-à-dire que les sujets nés après avec un petit poids de naissance à 22 ans, ils ne sont pas vraiment malades, mais ils ont déjà des changements métaboliques qui nous laissent comprendre et entrevoir pourquoi à 60 ans, on les retrouve beaucoup plus avec des accidents cardiovasculaires, du syndrome métabolique et du diabète. Alors, une autre observation qu'on a faite, qui est plus pratique et plus facile à comprendre, c'est que les gens qui sont nés petits, ils restent en moyenne plus petits que les gens qui ne l'étaient pas. C'est vrai chez les femmes, c'est vrai chez les garçons. En moyenne, les femmes perdent 5 cm et les hommes perdent de 7 cm quand ils sont à l'âge adulte. On peut discuter si c'est important ou pas, mais c'est une observation. Et parmi les sujets jaunes, c'est-à-dire avec un petit point de naissance, vous en avez plus de 10% qui restent avec ce qu'on appelle à l'âge adulte une petite taille. Et ce sont des gens, par exemple, enfin des enfants, à l'heure actuelle, aujourd'hui en 2010, qu'on peut parfaitement repérer et à qui on peut éventuellement proposer un traitement pour qu'ils terminent avec une taille à l'âge adulte qui est normale, confortable et plus socialement acceptable. Ça, c'est une observation plus facile que les observations métaboliques. Le fait de terminer avec une petite taille en centimètres n'a aucune relation avec les complications métaboliques. Ce qui se passe pour la taille n'a rien à voir avec les glycémies, les lipides, qu'est-ce qu'on appelle l'obésité. Une autre observation qu'on a faite, c'est celle-ci. J'ai dessiné donc des femmes et des hommes, soit petits poids de naissance, soit leurs témoins normaux.
voilà, à chaque fois ils sont plus courts en taille et ils ont la même silhouette. C'est-à-dire que la proportion de leur poids pour la taille, est comme elle est comparable, elle est attendue. C'est ce qu'on appelle l'indice de masse corporelle, ou le BMI dans le raccourci anglais. Mais l'indice de masse corporelle est devenu un indicateur de santé extrêmement important, justement parce qu'il permet d'aider à prédire des maladies cardiovasculaires ou des maladies métaboliques. Donc ils ont la même enveloppe, ils ont le même masse corporelle, mais quand on mesure au sein de cette enveloppe le rapport entre la masse grasse et la masse maigre, pour une même enveloppe corporelle, les sujets nés RCU ont plus de masse grasse. Donc ils ne sont pas obèses, ils ne sont pas gros, mais ils sont plus grassouillets pour une même enveloppe. Donc après, comme vous le savez probablement, parce que je crois qu'on l'entend beaucoup, faire beaucoup de tissu adipeux et de graisse, en général, ce n'est pas une chose extrêmement saine. Donc on va essayer de comprendre après qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi on arrive à des adultes comme ça. L'autre chose que je voulais vous montrer, il y a 2 observations sur cette diapo en anglais, parce qu'on vient de terminer les résultats, c'est le suivi de ces gens-là. On les a vus à 22 ans et on vient de terminer une observation, donc 8 ans après. La première chose sur laquelle je veux insister, c'est ceci. Donc, vous vous rappelez, on les a vus en 98-2001, à l'âge en moyenne de 22 ans. On vient de les revoir terminer en moyenne à l'âge de 30 ans. Et vous voyez ici qu'encore une fois, il s'agit de 1650, donc jeunes, entre 22 et 30 ans, qui habitent l'Alsace, qui n'habitent plus forcément à Haguenau, là où nous on travaille à l'hôpital de Haguenau, enfin où on va faire le travail. Ce sont des gens qui ne sont pas malades, qui ne demandent rien, et vous voyez, 8 ans après, on a 80% de participation. C'est une participation extraordinaire et probablement exceptionnelle. Donc la cohorte de Haguenau est un outil absolument formidable, et ça me donne l'occasion, si jamais il y en a qui vont regarder un jour sur le site, de les remercier encore une fois. Et je suis allée plusieurs fois leur faire des topos du genre de ce que je fais ce soir pour leur expliquer ce qu'on a pu comprendre grâce à leur participation. Donc ce que l'on voit, c'est qu'ils ont tous participé. Le fait qu'ils soient venus ou pas n'avait pas de rapport au fait qu'ils ont un petit point de naissance ou pas de petit point de naissance. Donc 8 ans après, on a pu en gros revoir tout le monde. Ils sont revenus pour une visite à l'hôpital de Haguenau pendant une matinée. Et ce que l'on voit aujourd'hui, ça je vais vous l'expliquer. Ce que l'on voit, c'est que les gens nés jaunes, c'est-à-dire après avec un petit point de naissance, ont tendance à prendre... Non, pardon, ils sont en orange, là, il y a une erreur. Ils sont ici, mais ils ont tendance en 8 ans à prendre plus de masse corporelle, c'est-à-dire plus de poids pour la même taille que ne le font les témoins. En conséquence de quoi, la proportion de gens qui sont en surpoids ou obèses à l'âge de 30 ans avait largement augmenté, beaucoup plus que ce qu'on voyait chez nos témoins. Donc ce que ça nous dit, ça, c'est que non seulement je vous avais dit que quand on les voyait adultes, 22 ans, on avait l'impression qu'il y avait une anomalie de la répartition ou du développement de leur masse grasse, du tissu adipeux, mais que cette anomalie, elle a l'air évolutive dans le temps, même quand on est adulte et même quand il ne semble, c'est en dehors de la croissance. Ce qui renvoie probablement à des notions, celle-là je vais la passer, ce qui renvoie à des notions de programmation. Alors, je m'explique. Jusqu'ici, on pensait que cette anomalie de développement du tissu adipeux et de la masse grasse, qui est probablement directement en relation avec les complications métaboliques, se passait dans les premières années, après la naissance, dans le développement à l'extérieur de l'utérus, en compensation de ce qui s'était passé pendant la vie fœtale et qui entraînait un petit point de naissance. Et on pensait qu'après, les 2 courbes de prise de poids, pour être simple, restaient parallèles. Et en fait, là, ce que nous montrons, c'est que ce n'est pas vrai, c'est que ça continue à diverger chez les sujets en jaune et qui s'éloignent au fur et à mesure avec l'âge des sujets en orange, même à 30 ans, même avant de prendre confortablement du poids avec l'âge, comme on le voit à 50-60 ans. Donc un processus qui a commencé in utero, qui est dans les premières années de la vie, et je vais me concentrer sur ça dans quelques minutes, et qui continue à évoluer à l'âge adulte. Donc le fait que ça soit évolutif, alors que vous êtes à distance de l'environnement fœtal, c'est ça qu'on appelle la programmation utérine. C'est-à-dire que ça continue, c'est un événement pendant la vie fœtale qui a laissé une trace telle qu'il y a un processus évolutif plus tard. Alors qu'est-ce qu'on peut apporter comme mécanisme?
Là, vous allez probablement être assez déçus parce que c'est jamais moi qui apporterai la réponse puisque je ne fais pas de biologie expérimentale aux mécanismes cellulaires. Mais justement, c'est pour vous montrer avec vous comment on peut raisonner pour approcher avec un mécanisme uniquement en observant des individus. Et la première chose, voilà comment on peut penser les choses. Quand il y a une maladie à l'heure actuelle, où on pense que c'est le gène, où on pense que c'est l'environnement. C'est un peu simpliste ce que je dis, mais ça aide à poser le problème et c'est comme ça que je vais un peu vous le montrer. Et grosso modo, on pouvait poser la question de la façon suivante. Si c'est une prédisposition génétique commune, ça voudrait dire qu'il y a des mêmes gènes qui peuvent favoriser à la fois le fait qu'on a un petit poids de naissance et le fait qu'après on devienne insulino-résistant. Donc la question était, est-ce que ces gènes existent ? Alors, la première chose qu'on a faite, on a retravaillé avec les gens de la cohorte de Haguenau en faisant des prises de sang, non seulement chez les gens de la cohorte, en jaune et orange, mais sur leurs familles. Et les familles, je vais vous l'expliquer de cette façon-là. Ça, c'est je dirais, un assez grand moment et une grande particularité du travail qu'on a pu faire avec la cohorte de Haguenau. Chaque famille a été caractérisée pour le fait qu'il y ait une répétition du petit poids de naissance ou pas. Donc, il y avait nos sujets. Il peut y avoir un petit poids de naissance tout seul dans la famille, et ni les frères et sœurs, ni les papas, ni les mamans, rien. OK, c'est ce qu'on appelle un cas isolé. Génétiquement, ce n'est pas du tout informatif. Mais s'il y a des répétitions dans les familles, c'est là que ça devient informatif. Alors les répétitions, elles peuvent être entre frères et sœurs, et elles peuvent être entre frères et sœurs, peut-être transmises par la maman, entre frères et sœurs, et peut-être transmises par le papa. Ou bien, il n'y a pas du tout. Parfois, il peut y avoir des familles où ils étaient uniquement ce qu'on appelait des témoins, avec même une grande famille comme ça, aucun petit poids de naissance. Donc c'est en comparant ces familles de ce type-là qu'on peut arriver à faire dire des choses. Et donc on a eu les informations sur les 1600 familles, en gros, enfin 1500 familles, plus des prélèvements en général dans ce qu'on appelle les familles nucléaires, c'est-à-dire papa, maman et les enfants. Donc ça, ce sont les infirmières de Haguenau engagées dans cette recherche qui a accompli cette tâche qui est assez énorme. Alors, qu'est-ce qu'on a pu montrer ? On a pu montrer la chose suivante, c'est-à-dire que ici, si une maman était née avec un petit poids de naissance, elle a 5 fois plus de risque de donner naissance à un petit poids qu'une maman avec un poids normal. Intuitivement, ça, c'est pas très compliqué à imaginer. Rien que le fait, si vous imaginez une petite maman, en général, elle donne quand même des petits bébés. Intuitivement, c'est une question d'enveloppe. Bon, ça n'a rien de très surprenant, et surtout, c'était déjà connu. Ce qui n'était pas connu, c'est qu'on a retrouvé exactement la même chose avec le papa. Que si papa est né avec un petit poids de naissance, il a à peu près 4 fois plus de chances d'avoir un bébé, de risque, d'avoir un bébé avec un petit poids de naissance que s'il avait un poids normal. Alors ça, à partir du moment où c'est le papa qui transmet quelque chose, ça fait rechercher vers une origine génétique, puisque c'est pas la grossesse de la maman, c'est le gène du papa. Sur ce qui est de la question de l'héritabilité du RCU et des complications, je m'arrêterai là. Si jamais il y a des gens qui s'intéressent, on peut peut-être y revenir dans la discussion. Mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, toutes ces recherches, il y en a eu beaucoup de mon groupe, il y en a eu beaucoup d'autres groupes, elles sont totalement négatives. Si c'est une maladie génétique, elle est extrêmement ce qu'on appelle complexe, impliquant plusieurs gènes, des effets modestes, et on n'est pas au bout du travail. Donc la piste génétique, aujourd'hui, on arrête. Une chose, avec une belle faute d'orthographe, qui est plus rigolote, si ce n'est pas le gène, c'est l'environnement. Alors ça, c'est la diapo la plus provocative qu'on puisse imaginer, c'est assez rigolo. Vous aviez, en tout cas dans les années 70-80, quand ces gens sont nés de la cohorte de Haguenau, dans le registre de maternité à Haguenau, vous aviez en gros 3 grandes causes d'avoir un petit poids de naissance. Soit maman était petite elle-même, soit la maman était fumeuse, et rappelez-vous, pour ceux qui connaissent, dans les années 70, il y avait des mamans fumeuses, vraiment, pas 3 cigarettes, 15, 20, enfin le vrai tabagisme. Et puis il y a des mamans qui ont une hypertension artérielle. C'est-à-dire un moins bon débit vasculaire vers le placenta, donc un moins bon débit vasculaire vers le fœtus, et ça ralentit son développement et sa croissance.
Donc on a regardé au sein des petits pois de naissance qui était le plus insulino-résistant. Et bien, vous voyez qu'une maman fumeuse, certes, elle va donner naissance à un bébé de petits pois. Enfin, aujourd'hui, ça ne se voit plus beaucoup parce que les mamans, on prévient ça et on dit aux mamans de ne plus fumer. Mais par contre, les enfants, ce n'est pas eux qui sont le plus insulino-résistants. Donc ça veut bien dire, le tabac, c'est vraiment un exemple de toxicité environnementale type, hein, il n'y a rien d'autre. Donc, ok, c'était responsable des petits pois de naissance, mais ce n'est pas responsable des complications métaboliques qui suivent. Donc, les complications métaboliques, syndrome métabolique, insulinorésistance, ne sont pas liées à une cause environnementale. Alors, il y a eu l'hypothèse revue par Barker, Lucas, enfin un certain nombre d'investigateurs britanniques, qui ont appelé ça le thrifty phenotype, qui veut dire en français le phénotype d'épargne, et qui renvoyait justement à ce qu'on appelait la programmation, c'est-à-dire, la programmation, je vous l'ai dit, c'est le fait qu'une anomalie, à un moment donné du développement, laisse une trace qui fait que cette anomalie se prolonge dans le temps, alors même que l'environnement du développement et cette anomalie de l'environnement ou du développement a cessé. Donc ça veut dire un phénomène qui, en quelque sorte, est autonome par lui-même alors que l'anomalie a cessé. Alors, comme j'ai insisté pour vous dire que tout ça passait probablement par la masse grasse, le tissu adipeux, nous sommes allés regarder par des explorations beaucoup plus compliquées qu'est-ce qui se passait sur le tissu adipeux. Alors, nous avons, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que là, après, on rentre dans des choses vraiment, je pense, trop techniques. Quels sont les arguments qui nous faisaient penser que ça passe par une anomalie de développement du tissu adipeux? La première chose, je vous l'ai dit, c'est que pour une même enveloppe corporelle, donc un même indice de masse corporelle, plus de masse grasse chez les sujets nés après un petit pois de naissance, avec une masse grasse essentiellement abdominale, c'est-à-dire, en gros, le tissu adipeux toxique, qui a des fonctions métaboliques et qui entraîne les complications métaboliques. Une autre chose, c'est qu'on a montré que ce tissu adipeux, grâce à des investigations cliniques spécialisées qui se font dans des centres d'investigation clinique tels qu'on en a à l'hôpital Robert Debré, était plus réactif aux catécholamines, c'est-à-dire avait, si vous voulez, une réactivité métabolique à un certain nombre d'hormones ou de phénomènes, plus accrue, plus marquée. Et ce sont des choses qu'on connaît très bien, et c'est un désordre du tissu adipeux qu'on connaît très bien et qui accompagne les complications métaboliques liées à l'obésité, par exemple. Donc, autre indication que ça passe par une anomalie du tissu adipeux. Enfin, on sait depuis quelques années, et je pense que Karine Clément, qui fait une conférence bientôt, va y revenir beaucoup, le tissu adipeux a été revu depuis quelques temps. Ce n'est pas seulement un compartiment de stockage qui grandit, qui baisse, etc., et qui joue pour nos réserves énergétiques. C'est aussi vraiment un organe en tant que tel et un organe endocrine, c'est-à-dire qui sécrète des hormones, en particulier la leptine et la diponectine. Et ce que nous voyons chez ces sujets en jaune, c'est qu'en comparaison des sujets nés avec un petit pois de naissance normal, alors qu'ils ont une masse grasse plutôt plus élevée, ils sécrètent moins de leptine et moins d'adiponectine. Donc ils auraient plutôt des adipocytes plus gros ou plus d'adipocytes et qui fonctionnent moins bien. Très réactifs, qui font moins d'hormones essentielles. Donc ça nous laisse pointer vers une anomalie du tissu adipeux. Alors j'insiste là-dessus uniquement pour vous dire qu'avec des observations de ce genre, qui déjà demandent pas mal d'investigations, il y en a eu d'autres que je vous passe, c'est à peu près la limite de l'investigation que l'on peut faire, encore une fois avec des gens dont j'ai insisté pour vous dire qu'ils étaient grosso modo quand même en bonne santé et normaux, et qu'on ne peut pas aller tellement plus loin, nous, dans le mécanisme cellulaire, sauf à être très invasif, et ce qui est quand même très compliqué, d'une part techniquement, et parfois certainement d'un côté éthique. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai parlé de la taille pour vous dire qu'en règle générale, même les gens qui étaient nés petits, ils rattrapent et ils ont une taille adulte normale. Il n'y en a que seulement 10% qui restent avec une petite taille. Quand on a regardé, l'insuline chez ces gens-là, elle est strictement normale, la même, pardon, les deux barres jaunes sont pareilles, que les gens aient une petite taille à l'âge adulte ou une taille normale. Donc, ce n'est pas la croissance en centimètres qui joue. Alors, si ce n'est pas la croissance en centimètres, qu'est-ce qui se passe
dans les premières années de croissance. On a construit un index de rattrapage, non pas en taille, mais pour la masse corporelle, c'est-à-dire le poids toujours exprimé par rapport à la taille. Et on a regardé au sein des gens nés au petit poids de naissance, ceux qui avaient un index de rattrapage faible et ceux qui avaient un index de rattrapage élevé. Ils sont en jaune de plus en plus foncé. Ce que vous voyez, c'est ceux qui ont un index de rattrapage le plus élevé, donc ont rattrapé très fort en poids et en masse corporelle, sont ceux qui sont le plus insulino-résistants, donc en gros le plus malades, entre guillemets, à l'âge adulte. Qu'est-ce qui se passe ? À mon avis, là, ça ne passe pas, parce que l'écran est très éclairé. Vous avez ces trois groupes que j'ai remis ici. Ici, c'est tous les gens avec les petits poids de naissance à la naissance. Ici, ce sont des gens qui sont près de la ligne du milieu, figurée par un 0, c'est-à-dire ils ont des petits poids de naissance, mais ils ne sont pas maigres. Ils sont petits et légers. C'est un petit modèle. Mais bon, il n'y a rien d'anormal à être un petit modèle. C'est des petits bébés, point. Ceux-là, ce sont des bébés qui sont légers, probablement avec une taille assez normale, mais très maigres. Les chiffres ne vous parlent probablement pas. Pour ceux qui connaîtraient, c'est des scores de déviation standard. Donc en moyenne, ils sont à moins 2,5 déviation standard. Ils sont franchement très maigres. Ce qu'on voit, c'est que ceux qui sont nés petits modèles, mais pas maigres, ils ne rattrapent pas. Ils restent parallèles à la ligne du 0. À l'âge adulte, c'est pareil. Mais ceux qui sont nés très, très maigres, ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé leurs copains. Et à l'âge adulte, ils sont près de la moyenne. Et pourtant, ceux qui ont rattrapé, avec cet index de rattrapage très fort, c'est ceux qui sont plus malades. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette période de rattrapage? Qu'est-ce que ça veut dire de rattraper et qu'est-ce qu'on peut imaginer? Alors là, je reviens en arrière, non pas pour le plaisir de vous compliquer le discours, mais parce que je vous ai dit que délibérément, je m'étais située dans la construction d'un projet d'un programme de recherche. À partir du moment où on a vu ça, on a dit rattrapage. Rattrapage, c'est premières années de vie, c'est donc la première enfance. Il faut qu'on réfléchisse là-dessus. Petit point de naissance, premières années de vie. On va travailler là-dessus. C'était pas très facile de travailler avec nos jeunes adultes, alors. Mais je vais donc revenir. Qu'est-ce que c'est qu'un petit point de naissance? Vous avez ici la relation entre le risque de faire un diabète et le poids de naissance. Vous retrouvez cette branche du U, c'est-à-dire que quand vous avez un poids de naissance qui s'élève, vous avez un risque de devenir obèse et diabétique. Mais ça, tout le monde le sait depuis longtemps. Quand le poids de naissance est trop petit, vous retrouvez notre risque d'augmenter le risque de diabète qu'on vient de commenter chez les adultes. Ce que vous voyez dans ces courbes, c'est que les poids de naissance qui correspondent aux points d'inflexion de ces courbes, ils ne sont quand même vraiment pas comparables entre l'Inde et les États-Unis. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un petit poids de naissance? C'est 2,9 kg, c'est 3,4 kg. Donc, avançons dans cette réflexion. Il y a eu un consensus pour définir un poids de naissance, pour qu'on puisse parler à peu près tous le même langage, qui est en dessous de déviation standard, c'est-à-dire vraiment loin de la moyenne. Mais ce que vous voyez sur ce tableau, c'est que non seulement la définition est difficile en termes de grammes, mais alors qu'un petit poids de naissance, ça veut juste dire vous êtes dans la moyenne ou pas dans la moyenne, ou très en dessous de la moyenne, mais ça ne dit absolument pas d'où ça vient. Et vous voyez ici qu'il peut y avoir des complications médicales de la grossesse, vous pouvez avoir des pathologies de l'environnement, vous pouvez avoir un fœtus, des anomalies des fœtus, vous pouvez avoir des infections, vous pouvez avoir des toxiques, rappelez-vous le tabagisme, et vous pouvez avoir des anomalies du placenta, qui est l'interface entre la mère et le fœtus. Donc une fois que vous avez dit petit poids de naissance, d'un point de vue du mécanisme ou ce qu'on appelle la physiopathologie, vous n'avez pas dit grand-chose. Alors, la question c'est, vous vous rappelez que je vous ai dit que c'était ceux qui rattrapaient trop vite, ou le plus, qui étaient le plus malades. Qu'est-ce que ça veut dire que ce rattrapage? Voici ici l'évolution du poids chez des gens, alors là qui sont tous nés, ils sont en jaune, tous nés avec un petit poids de naissance. Et vous voyez très bien ici que vous avez la moyenne ici. Ils sont tous nés à moins 2 déviations standard, donc petits, il faudrait qu'ils reviennent vers la moyenne. Et vous voyez comme l'accélération de cette croissance, où ça va très vite, et on est entre 0 et 3 mois de vie. Donc dans les premiers mois de vie, il y a une accélération de la courbe de poids pour rattraper probablement ce qui a été perdu. Et j'insiste aussi sur le fait que l'accélération en poids
précède l'accélération en taille, et que chez un bébé, si vous voulez qu'il prenne des centimètres et qu'il grandisse, il faut d'abord lui donner à manger et qu'il prenne du poids. C'est une notion de base, mais qui reste simple et de bonne aloi. Donc on revient, qu'est-ce qui se passe chez nos RCU? Une anomalie pendant la vie fœtale qui fait qu'ils naissent avec plus petits, plus maigres. À l'âge adulte, on l'a vu, ils ont plus de masse grasse, ils ont des complications métaboliques. Et donc, qu'est-ce qui se passe là, pendant qu'ils sont nourrissons, en termes de développement de leur poids et surtout de leur masse grasse? Et si on pouvait avoir accès à leurs adipocytes, c'est-à-dire leurs cellules graisseuses, ça serait encore mieux. Mais ça, c'est illusoire. Donc, nous avons bâti un nouveau programme de recherche avec une nouvelle cohorte que je vais vous présenter maintenant, mais plus brièvement, avec l'idée suivante, que les sujets qui, pendant la vie fœtale, s'éloignaient de leur courbe de croissance normale ou attendue qui aurait dû être là, pour une raison quelconque, le plus souvent, par exemple, hypertension maternelle ou anomalie placentaire, et qui naissent avec un petit poids de naissance, vont rattraper pendant les 2 premières années de vie, et donc je crois qu'on voit très mal les diapos, hein, mais là vous avez la moyenne, ils vont rattraper de moins 2 déviations standards au-dessus de la moyenne. Et tout d'un coup, ça va donner des enfants comme ça, vous voyez ici, on devine déjà un panicule adipeux bien confortable au niveau de l'abdomen, et finalement ça donnera peut-être ces adultes-là qui vont, eux, développer des complications métaboliques. À l'opposé, vous pouvez avoir des gens qui sont des petits modèles. Ça, c'est déjà quelqu'un qui est sur la courbe basse pendant la vie fœtale, mais qui a une croissance normale, régulière, qui est bas, voilà, petit modèle, et qui reste petit modèle. Ces gens-là, ils ne vont pas avoir cette répartition de la graisse comme la photo du dessus, et ça donnera quelqu'un à l'âge adulte qui ne risque pas d'avoir les complications métaboliques. Alors, c'est ce qu'on a fait sur une cohorte de bébés. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour dire ça? Eh bien, il faut d'abord, pour illustrer ce que je vous disais, comparons un garçon qui naît avec un poids à terme, 39 semaines à terme, qui naît avec un poids de naissance à 2,7 kg. S'il est né d'une maman pakistanaise de 49 kg et d'1,50 m, petit modèle, ou s'il est né d'une maman d'origine européenne, 1,70 m, 63 kg, grande taille. Est-ce que c'est tous les deux des petits poids de naissance? Alors, en termes de valeur, oui, mais est-ce que ça veut dire la même chose? Eh bien non, vous voyez que celui-là, il est sur la courbe moyenne, il est là où on l'attend, compte tenu du gabarit de maman, alors que celui-là, il est petit poids de naissance, il est vraiment hypotrophique, RCU, tout ce que vous voulez, par rapport à la taille de maman. Donc tout l'enjeu de notre cohorte, qu'on a appelé Casimir, pour croissance anténatale, syndrome métabolique et insulinorésistance, avec un petit logo qui rappelle la pupette, on a en fait demandé à des mamans qui étaient enceintes, avec un risque quelconque de donner naissance à un bébé de petit poids, de participer à notre étude. On a enregistré la vitesse de croissance donc, avec des échographies. On peut mesurer cette pente, cette croissance du fœtus dans l'utérus. Alors ça demande beaucoup de travail parce qu'il faut être très standardisé, très reproductible, il faut mobiliser les gens. Enfin, c'est une grosse partie. Hein. Et je remercie les échographistes et les obstétriciens qui ont travaillé avec nous. Et puis après, on regarde ce qui se passe chez l'enfant jusqu'à l'âge de 4 ans. Alors on n'a pas du tout terminé. Aujourd'hui, je vais vous raconter là où on en est. On en est à peu près ici. Mais la beauté de la chose, c'est que tout ce qu'on peut observer chez le bébé ou après, non seulement on peut l'interpréter en fonction du fait qu'il avait un petit poids de naissance ou non, mais aussi est-ce qu'il avait une vitesse de croissance normale pendant la vie fœtale ou il a été dévié avec un retard de croissance fœtale pendant la vie intra-utérine. Ça, c'est Donc, notre cohorte a été faite d'enfants. Aujourd'hui, il y en a une centaine qu'on a analysées. Ça, c'est leur vitesse de croissance fœtale. Je vais juste faire simple. Quand c'est les jaunes, qui sont en négatif, c'est ceux qui ont été déviés de leur trajectoire, qui ont un retard de croissance fœtale, alors que les autres ont une vitesse de croissance fœtale normale, même s'ils ont un point de naissance à la fin qui est un peu plus petit. Et quand on regarde en fonction de cette vitesse de croissance fœtale, on va se concentrer ici. Ce sont ceux qui étaient en jaune, qui ont un retard de croissance fœtale, et vous voyez qu'ils naissent avec un point de naissance plus bas. Ils ont, en percentile, ce n'est pas intéressant, une taille de naissance plus faible,
que les autres qui n'avaient pas de ralentissement de la croissance fœtale, et ils sont plus maigres. C'est l'index pondéral ou l'index de masse corporelle. Donc déjà à la naissance, effectivement, le retard de croissance fœtale, ces courbes boum, cassées, ont des conséquences sur le bébé. Et ils ont des conséquences également sur ce qu'on appelle leur composition corporelle. Ici, on mesure la masse grasse en fait en mesurant le pli cutané. Et on peut le mesurer sur l'abdomen, sur les bras, et ça donne une idée de l'épaisseur, donc des réserves de graisse qu'il y a là-dessous. Et vous voyez qu'à chaque fois, la barre jaune, qui ont ceux qui ont une croissance fœtale abîmée, ralentie, sont ceux qui ont le moins de réserves de masse grasse. C'est vrai aussi pour leur masse musculaire. Donc, ils ont ce qu'on appelle une anomalie de la composition corporelle. Et vous voyez que déjà, alors, il y a ralentissement de la croissance fœtale, ils ont moins de masse grasse. Donc, le tissu adipeux a déjà souffert pendant la vie utérine, puisqu'il y en a moins. Et on le retrouve, ce tissu adipeux, quand ils étaient adultes, il y en a trop. Donc, il y a un phénomène, il y a une dynamique, il y a un problème de développement quelque part. Et ce que nous avions remarqué, c'est si on fait toujours cette même chose, tous ces bébés ont les mêmes glycémies à la naissance. Heureusement pour eux, ils ont préservé leur glycémie. Mais par contre, ils ont moins d'insuline et ils ont plus de lipides. C'est-à-dire, déjà, on voit qu'ils ont eu ce qu'on appelle une adaptation métabolique qui, face à ce retard de croissance qui, en fait, entraîne un manque de substrat, ou probablement au débit placentaire, ou de choses comme ça, vers le fœtus, fait qu'ils ont déjà des grands changements métaboliques pour pouvoir faire face à cette manque de suppléance du fuel énergétique pendant la vie intra-utérine. Donc en fait, c'est probablement des changements ou un stress assez profond que l'on voit à la naissance et qui va probablement avoir des conséquences après. Donc qu'est-ce qui se passe dans la première année de vie? On mesure ici, toujours en jaune, ceux qui ont eu la restriction de croissance fœtale et les oranges non. Et on mesure leur masse corporelle. En gros, le 0, de nouveau, c'est la moyenne. Si on est là sur le 0, c'est qu'on est dans la moyenne, on est bien. Vous voyez que les RCU, en jaune, ils sont nettement plus bas à la naissance, et qu'à 4 mois, ils sont comme les oranges. Ils ont rattrapé. Voilà la croissance de rattrapage. Mais vous voyez aussi qu'ils ont fait nettement plus de chemin, bien entendu, pendant ces 4 mois. Ceux qui étaient ici en orange, ils n'ont pris que ça. Mais les RCU, ils ont dû prendre tout ça en masse corporelle pour pouvoir rattraper et revenir là où ils auraient dû être sur leur couloir spontané. Et on montre, alors les différences sont subtiles parce qu'en plus mon échelle n'essaye pas de tricher, mais il y a une différence dans les plis cutanés comme on le disait tout à l'heure, mais qu'à 4 mois, tout est revenu dans la même chose et qu'à 1 an, les stocks de masse grasse et la masse musculaire est revenu comme ceux qui n'avaient pas eu de restriction de croissance fœtale. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a mesuré ce que mangeaient ces nourrissons à 4 mois, à 1 an, et leur rattrapage, le fait qu'ils peuvent reprendre du poids et qu'ils reviennent comme les oranges, les gens qui n'avaient pas eu de restriction de croissance fœtale, est indépendant des apports caloriques. C'est donc un phénomène spontané, nécessaire, qui la ramène sur leur couloir de la normale et qui est indépendant du fait qu'on leur donne beaucoup ou pas beaucoup de calories. Mais enfin, là, c'est des enfants élevés en 2003, normaux, avec du lait et tout ce qu'il faut. Et pour ceux qui connaissent un peu la régulation hormonale, voilà l'insuline ici, qui était ce qui nous intéresse, et puis ici la leptine. L'insuline, je vous ai dit qu'à la naissance, elle était plutôt plus élevée pour favoriser l'utilisation des substrats. Vous vous rappelez qu'à l'âge adulte, on a dit que les gens jaunes, ils étaient insulino-résistants. À 1 an, les 2 barres sont pareilles. Donc, ils ont rattrapé en croissance et en masse grasse. Ils ne sont pas encore insulino-résistants. Donc, la composition corporelle, ça se joue très tôt. Les désordres métaboliques, ça ne se joue pas là. Pas dans la première année de vie. Néanmoins, ce qu'on a vu, c'est qu'à la naissance, alors là, je suis désolée, mais j'ai une grave erreur. C'est l'inverse, je suis désolée. Ça doit être ici. Les RCU qui sont en jaune, ils ont moins de leptine. Pour ceux qui est fabriqué par le tissu adipeux, donc ils n'ont pas de leptine, ils n'ont pas de tissu adipeux à la naissance. Et à l'âge de 1 an, oui c'est RCF+, ils en ont plus, mais ils devraient être en jaune. Et ils ont des taux de leptine élevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des taux de leptine? C'est-à-dire de nouveau ce qu'on appelle une résistance à l'hormone, à la leptine, quand il y a des taux circulants élevés. La leptine est quelque chose qui joue sur la satiété, sur la régulation de l'énergie, enfin des régulations du fuel énergétique et
de la sensibilité à l'insuline. S'ils ont une résistance à la leptine, probablement ce désordre-là va entraîner le fait qu'ils vont, avec des mêmes apports caloriques, probablement faire plus de gras. Donc ça doit jouer, donc maintenant les choses doivent se jouer après l'âge de 1 an. Vous avez vu que notre programme il dure jusqu'à l'âge de 4 ans et on continuera. Donc cette anomalie de la leptine est probablement assez centrale. De plus, après l'âge de 1 an, on peut penser qu'effectivement, bon, ils ne sont plus au biberon, c'est ce qu'on appelle la diversification alimentaire, l'alimentation est plus variée. On peut penser aussi qu'il va y avoir peut-être justement des apports alimentaires un peu différents entre nos deux groupes. Donc, en résumé de ce que nous avons vu, si ici je figure la croissance, voilà la moyenne d'un enfant sans restriction de croissance fœtale et avec un poids de naissance fœtale, voilà la naissance, voilà 1 an, voilà 2 ans. Donc lui, il est sur son couloir autour de la moyenne pendant tout le temps. Et ceux qui vont probablement développer les complications métaboliques plus tard, ce sont des bébés qui ont un ralentissement de la croissance fœtale, vitesse 0, qui naissent de petits poids de naissance, qui par un phénomène adaptatif pour être compensatoire à ce qu'ils ont perdu ici, rattrapent dans les premiers mois de vie. À 1 an, 2 ans, ils ont acquis, vous l'avez vu, la même masse corporelle, le même poids, la même masse grasse. Et métaboliquement, il n'y a pas de signe de maladie. Et c'est donc probablement après l'âge de 1 à 2 ans que va se mettre en place cette divergence qu'on avait vue à l'âge adulte qui, sans qu'ils soient vraiment obèses, vont quand même donner un poids et une masse grasse un peu divergence et qui, ajoutés aux anomalies de développement des adipocytes qu'on sous-entend avec les résultats que je vous ai montrés chez les gens adultes, aboutissent aux complications métaboliques. Donc, il faut bien retenir que le rattrapage après un petit point de naissance, c'est un phénomène compensatoire qui est probablement parfaitement physiologique, qui rattrape ce qui a été perdu pendant la croissance fœtale. Ça, c'est important et peut-être certains de vous auront envie de le discuter, mais ça aura des conséquences nutritionnelles, je veux dire, sur la recommandation. Que dans les toutes premières années de vie, on n'a pas vu de complications métaboliques majeures encore, donc ça s'installe un peu plus tard. Reste à nous maintenant à voir à quel moment ça s'installe. Et je vous ai montré que chez l'adulte, c'était quand même un phénomène évolutif qui, effectivement, entérine cette idée de programmation fœtale qui reste évolutive. Alors, je vous ai montré des données. J'ai bien conscience que parfois, elles sont un peu complexes, mais j'avais choisi délibérément j'ai essayé de les rendre claires, sinon plus simples. Mais je m'étais mise délibérément dans un rôle de chercheur pour vous montrer quand même des chercheurs, des instituts publics français peuvent mener des programmes de recherche sur 15 ans, particulièrement en recherche clinique, qui est encore assez rare. Et je voudrais remercier particulièrement 2 thésards de l'unité, Jacques Beltran qui s'occupe de la cohorte Casimir. Ici, ce sont quelques médecins étrangers qui viennent travailler avec nous, vous en verrez d'autres sur la liste, dont Falugkar Njioun qui est avec nous ce soir. Et puis Tali Meas, qui tous les 2 sont médecins, mais qui sont venus faire à un moment une boucle de recherche que j'espère qu'on pourront continuer après. Et Tali Meas a en charge la cohorte de Haguenau. Et puis, pour faire des programmes comme ça, j'espère que les messages vous ont paru quand même raisonnablement simples, mais finalement, c'est assez compliqué et c'est beaucoup de gens qui ont contribué. Et vous voyez ici les membres de l'unité et ici, en gros, tous les étudiants ou le personnel technique qui nous a aidés. Et puis, j'ai une équipe à Haguenau et particulièrement 3 infirmières qui nous aident non seulement à réaliser l'observation des sujets, mais à maintenir le suivi des sujets, et ça c'est énormément de travail. Pour pouvoir suivre 80% de 1650 sujets à 8 ans d'intervalle, alors qu'ils ne demandent rien à personne, il faut beaucoup de communication, revenir vers eux. Moi je vais faire des topos, on édite des plaquettes, on leur téléphone, et c'est ces 3 dames qui nous aident énormément. Et ici, ce sont des collaborateurs des unités de génétique épidémiologique. Et vous voyez des noms assez célèbres, en particulier comme François Cambien, connu dans le domaine du risque cardiovasculaire, ou Philippe Frogel, connu dans l'obésité et le diabète de type 2. Et j'ai l'habitude, voilà ici, par exemple, un élément d'une plaquette de nos cartes de vœux qu'on a envoyées
aux membres de l'accord de Haguenau. Et c'est quand même un des avantages certains du métier de chercheur, c'est que parfois on est appelé à aller faire des topos dans des pays essentiellement anglophones, d'où les diapositives, mais qui c'est quand même pas désagréable d'avoir l'occasion de faire le tour du monde pour aller porter la parole des recherches des établissements publics français quand même. Et puis je vais m'arrêter là. Oups, pardon. Je vous remercie pour votre attention, bien entendu, et si vous avez des questions, je ne vois pas très bien dans la salle parce que je suis un peu aveuglée, mais je pense peut-être on va m'aider pour voir vos mains se lever. Voilà, donc j'ai un micro, donc s'il y a des questions, vous levez la main, je viens vers vous. Oui. Ça m'évoque un parallèle tout naïf. On dit que quand en particulier une femme fait un régime draconien, ensuite quand elle reprend une quantité de calories normale ou un peu supérieure, crac, elle reprend énormément de poids. Est-ce qu'il y a un rapport, quelque chose comme ça? Vous avez parfaitement raison. C'est quelque chose de... C'est pas on dit, hein, c'est très bien démontré. C'est peut-être pas assez encore connu et compris parce que c'est à la base de ce qu'on appelle le phénomène yo-yo. Hein. Si vous avez un amaigrissement brutal, enfin inconséquent et plutôt rapide, hein, et que les conditions extérieures, l'environnement change, vous reprenez du poids. Vous reprenez du poids pour vous restaurer au niveau où vous êtes. C'est un équilibre physiologique absolument normal et spontané. Par exemple, pour faire suivre une maladie, hein, vous avez maigri. Et pendant cette période, qui est aussi un rattrapage, vous rattrapez le poids que vous avez perdu, il a été bien montré à la fois chez l'homme, par des études de thermodynamique, et à la fois dans des modèles animaux, par un monsieur en particulier qui s'appelle Abdel Delot et qui travaille à Lausanne, il y a une grande école de physiologie à Lausanne, que la priorité de l'organisme, c'est de reconstituer ses stocks. Et le seul stock qu'on a vraiment disponible, c'est la graisse. Donc la priorité, c'est de refaire de la masse grasse. Et donc, même si les gens reprennent la même enveloppe, si vous voulez, pour un adulte, un même poids, de toute façon, il y aura plus, s'ils vont vite, il y aura plus de masse grasse que de muscles. Et on est dans un même modèle probablement physiologique. Alors ici, ce qui se passe en plus, je pense que comme on est dans la période fœtale et dans les premières années de vie, qui sont de toute façon des périodes de développement, c'est-à-dire de maturation des organes, de croissance des organes, tellement, dans une échelle tellement fantastique par rapport à ce qui nous arrive après, qu'il y a en plus une anomalie de développement. Donc quand je dis développement, ça ne veut pas dire seulement quantité, croissance, mais maturation, c'est-à-dire les processus et les caractéristiques physiologiques, comme je vous l'ai montré avec l'hyperréactivité aux catécholamines, les sécrétions de leptine, d'adiponectine, etc. Donc probablement, ils font plus de masse grasse et en plus c'est des adipocytes anormaux. Bon, je vais avoir beaucoup de mal à le montrer parce que je peux quand même pas, on ne peut pas faire grand chose de plus que ce qu'on a fait chez les bébés de Casimir, quoi. Il y a des limites à la recherche clinique, bien entendu. Et il n'y a pas d'excellents modèles physiologiques animaux parce que le modèle murin, des rongeurs, n'est pas approprié. Oui. Les grossesses multiples, les petits poids de naissance. Alors, là dans l'accord de Haguenau, et pour être très strict, on exclut les grossesses multiples parce que c'est une physiologie placentaire et pendant la grossesse un peu particulière. Faites attention, hein, j'ai dit qu'ils étaient gras, jamais j'ai employé le mot obèse. Ils ne sont pas obèses, ils sont plus gras que ne le voudrait leur poids, mais ils ne sont pas forcément obèses. Enfin, probablement une proportion à l'obésité, mais je veux dire, ce n'est pas parce qu'on a uniquement des gens obèses. Néanmoins, ce qu'on a observé avec les petits poids de naissance, il y a, à ma connaissance, j'espère que je ne dis pas de bêtises, il y a 3 papiers dans la littérature pour montrer que c'est la même chose avec les prématurés. Les grossesses gémellaires en tant que telles, parce qu'il faut toujours quand même être précis en observation clinique, non, il n'y a pas beaucoup d'observations, mais c'est probable que celui qui a le plus petit poids est plus à risque de faire plus de masse grasse et de complications métaboliques. Oui. Mais vous savez qu'à l'heure actuelle, que même dans tout ce qui est les techniques de procréation assistée, on évite d'avoir des grossesses multiples. Donc, il y a plusieurs inconvénients aux grossesses multiples, mais maintenant, on essaye de restreindre un peu. Il y a une autre question là ?
Bonjour, merci pour votre présentation. Je trouve que vous avez beaucoup parlé vous avez parlé des petits poids de naissance, et qu'en est-il des gros poids de naissance? C'est pareil. C'est pareil, mais c'est pas la même chose. Ils ont le même risque, mais c'est pas le même phénomène. Alors, mais le gros poids de naissance, c'est connu depuis très très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de un gros bébé a plus de risques d'être obèse et de devenir diabétique, c'est clair. On peut néanmoins quand même interférer avec les choses, mais on parle de risque, d'observation. Alors, on ne sait pas très bien comment ça se passe. Pour l'obésité, il y a quand même une composante génétique et pas seulement une composante environnementale, clairement. Donc là, on peut penser qu'il y a partage d'une composante génétique. Il y a probablement aussi un rôle de l'environnement intra-utérin qui a été un peu étudié dans des modèles, enfin surtout dans des modèles animaux, par un Allemand qui s'appelle Plagman, qui travaille à Berlin, qui a bien étudié ça. Et pour ce qui est du risque, sinon d'obésité, de complications métaboliques ou de diabète, il y a pas mal d'arguments pour montrer qu'il se passe quelque chose pendant la vie fœtale, par l'environnement fœtal lié au diabète de la mère, et pas seulement stricto sensu par la glycémie peut-être, et qui influe sur le développement ou disons les performances de la sécrétion d'insuline plus tard. Donc oui, on retrouve des origines fœtales, une transmission, quelque chose qui perdure. Non, ce n'est pas tout à fait le même phénomène, il n'y a pas du tout ce phénomène de wasting syndrome et de rattrapage, et il y a une composante génétique certaine. Oui. On ne courait pas, on a le temps. Oui, bonsoir. Ma question, ça sera sur la insulino-résistance à propos des sportifs. Et on a vu que Platini n'a pas grossi par rapport à Maradona. Qu'est-ce qui fait que Maradona a grossi plus? Ouf, il y a beaucoup de ratons. Enfin, je ne suis pas son médecin et je n'ai pas à commenter sur Maradona, mais enfin, c'est assez explicite. Quand on arrête le sport, on n'est pas obligé de grossir. C'est pas lié. Vous savez, le poids, c'est quand même beaucoup une question de balance entre ce qui rentre et ce qui sort. Si vous dépensez beaucoup, vous mangez plus. Si vous dépensez moins, en principe, il faut manger moins. On va rester sur des choses comme ça, je veux dire, assez basiques. Mais là, on sort quand même. Maradona, c'est pas vraiment. Enfin, ceci étant, il ne devait pas être très grand à la naissance. Il était peu. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Simplement une confirmation en réponse à une question précédente. Les prématurés et les grands prématurés qui rattrapent énormément, ils n'ont plus de risque de syndrome métabolique? Oui. Oui. Oui, oui, oui. Il y a trois... Enfin, j'espère que j'en oublie pas, mais je crois qu'il y a 3 études cliniques d'observation qui montrent ça maintenant. Et qui s'installent aussi pendant l'enfance. Des différences qu'on voit entre les prématurés et ceux nés à terme dès l'enfance. Donc, oui. Mais ce qui se passe chez les prématurés, je ne sais pas si vous connaissez un peu les prématurés, un vrai grand prématuré qui reste hospitalisé longtemps, qui ne peut pas entièrement se suffire à lui-même, donc qui est nourri par une alimentation avec des tubes, artificielle par des tubes. Ouais. Les néonates ont énormément de difficultés à faire démarrer une courbe de croissance positive très tôt. Donc on rajoute à ce qui se passe in utero, pendant le développement fœtal, à quelque chose qui se passe juste après la naissance avec un retard de croissance qu'on appelle extra-utérin. Donc il y a une composante en plus, mais ça y ressemble beaucoup. Je pense que c'est quelque chose, je dirais, c'est peut-être probablement exacerbé chez les prématurés.
On le verra dans une dizaine d'années, je pense, parce que quand même la néonatologie et l'obstétrique ont fait tellement de progrès depuis 20 ans qu'on recule le terme et la limite des poids de naissance. Peut-être on le verra quand ces gens seront vraiment adultes, quoi, et exposés à des maladies métaboliques un peu plus sévères. Ouais, merci. Oui, pour les bébés nés à terme, est-ce qu'on sait quels sont les facteurs qui interviennent pour provoquer ce plus petit poids à la naissance? Alors, il y avait une diapo où il y avait beaucoup de listes, mais il peut y avoir des causes du bébé lui-même. Il y a certaines anomalies qui ne faisaient pas partie de l'étude, mais vous pouvez avoir des anomalies, enfin des maladies, des anomalies chromosomiques qui donnent des petits bébés. Vous pouvez avoir une infection pendant la grossesse. Ce n'était pas le cas du tout de l'étude, mais bon, je vais les prendre toutes. Vous pouvez avoir, je l'avais dit, il pourrait y avoir des causes toxiques, dont le tabac était le plus bel exemple, mais il pourrait y en avoir d'autres. Vous pouvez avoir des maladies de la maman. La première que l'on connaît le mieux, c'est l'hypertension artérielle, parce qu'en gros, ça ralentit le débit vasculaire à travers le placenta, donc ça ne permet pas une croissance optimale du fœtus. Une petite maman, parce que quand même, souvent, un petit contenant n'arrive pas à faire un gros contenu. C'est un peu physique et un peu simpliste, mais il y a du vrai. Et puis, vous avez des anomalies du placenta qui peuvent être visibles, je ne vais pas rentrer dans les détails, donc l'unité fonctionnelle entre le fœtus et la mère, qui fait qu'il n'y aura pas assez de débit vasculaire et d'apport de nutriments au fœtus. Parfois, on peut les authentifier sur des échographies. Et puis, malgré tous les outils qu'on a pour observer le développement du fœtus, la pathologie de la mère, etc., à l'heure actuelle, il y a plus d'un tiers des cas de retard de croissance intra-utérin qu'on n'explique pas bien. Donc, ce n'est pas encore si simple. Question. Oui, j'ai vu sur votre carte de vœux que vous aviez donc des contacts avec plein de pays. Et est-ce que vous avez des études comparables avec le Japon, par exemple, ce qui donnerait la version asiatique, ou l'Afrique? Oh non. Alors l'Afrique, ça va être difficile. Évidemment, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'il y a encore des pays où il y a de la sous-nutrition. Néanmoins, aller faire de la recherche clinique dans des pays africains, ça va quand même être difficile. Enfin, bon, ici, il y a avec nous un collègue africain qui vient se former à la recherche clinique. J'espère pour lui qu'il trouvera des contrats de recherche, la possibilité d'étudier ce qui se passe chez lui au Cameroun. Mais ça va quand même, je crois, être plus difficile que quand on travaille en France et à l'INSERM. Alors, il faut reconnaître que dans la thématique programmation fétale, petit poids de naissance, c'est l'Europe qui a été pionnière. Les Américains n'y ont absolument pas cru et ils ont démarré avec 10 ans de retard sur nous. Mais comme ce qu'ils font avec le NIH, quand ils mettent les moyens, ils mettent le paquet. Donc là, à l'heure actuelle, ils ont une cohorte absolument gigantesque de femmes enceintes et qu'on va suivre à la suite. Alors, après, au Japon, je ne connais pas d'études similaires. Ni qui a recruté des petits poids de naissance, ni même une cohorte générale de population où on connaît bien le poids de naissance et on suit tout le monde. Les plus belles cohortes qui nous permettent d'étudier les relations entre poids de naissance, événements et croissance des premières années de la vie, et puis après ce qui se passe à l'âge adulte, c'est les Britanniques. Il y en a déjà 2, et il y a la cohorte dite de Alspac. Il y a la cohorte, ce qu'ils ont appelé du millénium, c'est-à-dire c'est un choix d'enfants nés l'année 2000, et il recommence en 2012. Et il y en a, je vous avais montré la cohorte finlandaise, des nés entre 25 et 34. Ils en ont eu une autre née 10 ans après, si je me rappelle bien, c'était 30... Non, c'est pas autour de... Je dis des bêtises parce que c'est pas autour de la guerre, c'était avant, quoi. En gros, 35-40. Et puis, nous, en France, nous allons avoir une cohorte qui s'appelle ELF, E-L-F-E, qui démarre cette année, qui est une cohorte de population générale, qui va recruter 20 000 personnes, enfants, sur lesquels on connaîtra par interrogatoire un certain nombre de données pendant la grossesse,
et qui commencera à observer les enfants à partir de la naissance, théoriquement jusqu'à l'âge de 20 ans, mais enfin c'est un gros programme national. Et donc qui démarre, je crois, si je me rappelle bien, c'est l'automne 2010, ou bien janvier 2011, enfin c'est bientôt. Il y a un site, si jamais ça vous intéresse, ELFE. Oui, j'ai cru comprendre que vous aviez déjà énormément de données qui permettent d'identifier certains facteurs de risque. Mais est-ce qu'on est déjà capable d'identifier in utero le risque et de le traiter aussi dans certains cas? Ou est-ce que c'est dans le futur, ou est-ce que c'est même pas envisageable? Si, c'est totalement envisageable, mais c'est pas aujourd'hui. Alors, attendez, je vais essayer de faire une réponse simple. La première chose, est-ce qu'on peut le voir in utero et est-ce qu'on peut le prévenir? Alors, ce qu'on peut voir in utero, il y a des échographies. Vous savez qu'il y a des échographies. En gros, pour faire simple, presque à chaque trimestre de la grossesse, c'est que si on voit des anomalies, des petits poils deviennent plus fréquentes. Et qu'en faisant des échographies répétées, on peut détecter ce ralentissement de croissance. Donc là, on peut le faire. Mais ça, les obstétriciens ne m'ont pas attendu pour intervenir devant un ralentissement de croissance. Hein. Et en particulier, peut-être que connaissez-vous, devant des petites anomalies des placentaires détectées à l'échographie, le traitement par des petites doses d'aspirine. Et qui font que la plupart des enfants, après, peuvent corriger leur point de naissance. C'est un travail qui avait été publié il y a, si je ne dis pas de bêtises, 20 ans dans le Lancet, par un chercheur français, Gérard Bréard, avec qui je travaille d'ailleurs à l'INSERM, et qui est maintenant mis en pratique et en application pour éviter justement le ralentissement de croissance fœtale et le petit point de naissance. C'est un exemple, ça. Alors après, est-ce que l'on peut... j'ai des facteurs de risque, et qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un? Alors, il y a deux types de réponses à la question que vous posez. Il y en a une qui est, moi je travaille en épidémiologie, c'est-à-dire un risque au niveau des populations, un risque statistique, puis après, quand vous viendrez, c'est pour votre petit enfant, quelqu'un que vous connaissez, vous voulez un risque pour une personne. Ce n'est pas du tout la même chose, ce n'est pas la même réponse. Il y en a une qui a une réponse statistique et de chercheur, l'autre est une réponse médicale. Pour être médecin moi-même et praticien, c'est pas le même langage, c'est pas tout à fait les mêmes concepts et c'est vraiment pas la même réponse. Néanmoins, un facteur de risque, c'est une malchance, mais une chance de plus de. On peut pas toujours éviter les petits points naissants, puisque déjà j'ai répondu que dans un tiers des cas, on ne savait pas d'où ils venaient, donc je ne vois pas comment on l'évite, etc. Néanmoins, dans le risque pour l'obésité ou dans le risque pour le diabète, il n'y a jamais un seul risque. Vous pouvez avoir tiré la mauvaise famille, papa, maman sont diabétiques, admettons, ou gros, parce qu'il y a un peu une superposition entre les deux pathologies. Vous pouvez donc prendre du poids, vous pouvez être sédentaire. Pour ce qui est du cardiovasculaire, vous pouvez fumer. Bon, ça en fait déjà pas mal sur lequel on peut avoir quand même prise. La famille, pas trop, j'en conviens. Mais je pense que, par exemple, le discours, après, aujourd'hui, je ne peux avoir qu'un discours de bon sens médical et voire de bon sens de santé publique. C'est-à-dire que si vous êtes né avec un petit poids de naissance, qu'en plus papa et maman sont diabétiques tôt, il faut apprendre à l'enfant, il vaut mieux lui apprendre à être un peu sportif, de bouger et surveiller son poids. S'il a juste un petit poids de naissance, hors de moi d'aller dire à toutes les mamans qui donnent naissance à un RCU, un petit poids de naissance, attention, il va devenir obèse, diabétique, hypertendu. Et encore, je vous ai fait grâce de toutes les complications des RCU qui ont été publiées depuis des ans, mais en gros, ils étaient idiots, hypofertiles. J'en oublie, au secours, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, j'en oublie. Non, enfin, bon, attention, gardons la mesure. Hein. Il y a une chose de vouloir comprendre un phénomène qui est absolument extraordinaire. Enfin, de penser que des événements de la vie fœtale déterminent des maladies à l'âge adulte, enfin, on ne connaissait pas ça avant, en dehors d'anomalies chromosomiques ou d'un toxique. Ça c'est formidable. Donc, et c'est passionnant d'essayer de comprendre. Une chose est d'essayer de faire ça. Une chose est d'avoir un discours médical. Donc, j'ai jamais dit pendant tout le topo, puis là, je le redis bien lisiblement, que tout RCU va devenir diabétique et obèse. D'abord, ils ne deviennent pas obèses. Et ensuite, il y en a une proportion qui peut devenir diabétique.
Et peut-être le deviendront-ils moins maintenant qu'on connaît que le risque existe et qu'on fera attention à des mesures de bonne santé. Est-ce qu'il y a une autre question? Non, bon, ben, merci Claire Lévy-Marchal. Donc, on peut l'applaudir. Donc, la semaine prochaine, c'est Karine Clément qui nous parlera des prédispositions génétiques et de l'obésité. Je vous encourage à venir. Excellente oratrice. Merci. Et elle a fait des très beaux travaux. Non, c'est vrai. Elle parle vite. C'est tout. C'est pour vous, madame. Merci.